pourquoi il n'y a pas de confiance? Il y avait plusieurs erreurs qui étaient faites par l'État. Par exemple, dans les années 60, une partie de ces familles ont reçu pour leurs enfants qui étaient morts un appel pour l'armée. Et pour eux, c'était une preuve que l'enfant n'était pas mort. Cette semaine, 2 tombes ont été découvertes sous la pierre tombale d'un bébé yéménite, Ouziel Houri. Et cela a remis sur le devant de l'information israélienne cette affaire des enfants yéménites, des bébés yéménites. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec le docteur Avi Picard. Docteur Picard, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes le directeur du département des études Eretz Israël à l'université de Bar-Ilan et vous êtes aussi, on va dire, un spécialiste de cette affaire. Ce qu'on appelle en Israël cette affaire des enfants, des tombes des enfants en yéménite, une affaire qui, il faut dire, traumatisme pratiquement la société israélienne depuis plusieurs années déjà. Plusieurs dizaines d'années. Alors, on va essayer ce matin de faire un point sur cette affaire qui est peut-être un peu moins connue justement du public francophone qui nous écoute ce matin. Alors, je voudrais commencer par le début, docteur Picard. Quand commence cette affaire des tombeaux des enfants yéménites? L'affaire n'est pas les affaires des tombeaux, mais l'affaire de la disparition des enfants. Dans l'année 1949, il y en a 50 000 juifs de Yémen qui arrivent pendant 10 mois. C'est vraiment un train aérien quand même beaucoup. C'est une communauté qui vivait dans un pays qui avait pas d'hôpital du tout, très malade. 40% des enfants n'ont pas survécu l'âge de 5 ans. C'est une société qui arrive à l'État d'Israël soudainement dans un état très pauvre et très malade. Beaucoup des enfants et de bébés qui meurent. Et l'État d'Israël, la Sornout, essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils habitent dans des tentes. Et une idée, c'est prendre les bébés, mettre tous les bébés dans des maisons plus arrangées, organiser que les mères peuvent les allaiter et comme ça, peuvent essayer d'avoir moins de mortalité des enfants. C'est-à-dire que le but à cette époque, en tout cas déclaré du gouvernement et de la Sornout, c'était essayer de protéger d'une certaine manière ces enfants qui venaient du Yémen et dont le taux de mortalité était assez élevé. Oui, maintenant, une grande partie des enfants n'ont pas survécu et ils sont morts. Ils sont morts pas comme à Yémen dans les bras des parents, mais éloignés dans un hôpital et les parents ont reçu les nouvelles que l'enfant est mort. Plusieurs fois, c'était difficile d'annoncer aux parents immédiatement que l'enfant est mort et les enfants étaient enterrés sans la présence de leurs parents. Dans les années 60, certaines familles commencent à avoir un suspect que peut-être les enfants ne sont pas morts et ils étaient kidnappés et passés à des familles, ils ont pensé Ashkénazes, des survivants de la Shoah, pour être adoptés. Et il y avait une centaine, et ça commençait à 300 familles qui ont dit notre enfant a été pris, il était bien, soudainement on nous a dit qu'il est mort, et peut-être on veut voir, on n'a pas reçu aucun document. Et dans l'année 1967, une première comité d'investigation était fait. Donc, cette comité a fait des recherches
a trouvé les détails de la plupart des enfants. On dit aux parents, ils étaient vraiment morts. Voilà les détails, on a trouvé, ils étaient à cet hôpital, ils étaient enterrés. Les parents qui n'avaient pas aucun document avant, la plupart a reçu cette triste information. Et c'est-à-dire l'histoire était fermée. Mais il y avait plusieurs parents qui ont dit on ne reçoit pas, et ça a recontinué. Et après, c'est-à-dire en 1967, il y avait 300 parents qui ont mis complaint. À 1985, le numéro a grandi et une autre comité était fait. Et cette comité est arrivée à peu près au même résultat. Les enfants sont morts, voilà les tombes, voilà les détails. Mais cette affaire n'est pas fermée. 1994, un rabbin, un yéménite, fait vraiment une histoire et maintenant il y a une série à la télé, Rabbin Uzi Meshulam, et il dit tous les comités n'étaient pas sérieux et je veux un comité mamlartit. Gouvernemental. Comité gouvernemental ouvert. En 1995, cet comité est fait. Il y a à peu près 700 testaments, certaines nouvelles. L'histoire arrive à une quantité de 1050 complaints. Là, 95%, l'État trouve des détails, mais une grande partie des familles accepte pas et reconnaît pas. C'est-à-dire l'histoire continue. Et maintenant, ce que je voudrais vous demander, plusieurs familles qui disent on n'a aucun pouvoir et aucun émoun, on ne croit pas les détails. Ouais, alors ce que je voudrais vous demander, commission d'investissement, et on pense que notre enfant était kidnappé. Maintenant, pendant toutes ces recherches, il y avait 3 bébés qui étaient trouvés. Une était adoptée et plusieurs ont grandi dans des actes. Vraiment, les parents avaient des complaints et les enfants étaient vivants. Mais il y avait une dizaine de bébés des enfants maintenant, ils ont à peu près 70 ans, qu'aucun détail était trouvé, mais il n'y avait pas une grande quantité d'enfants ou personnes adoptées qui ont trouvé des relations avec des familles qui avaient complaint. Il y avait des adoptés, ils ont trouvé leurs parents, mais c'était toujours une histoire qui avait aucun rapport avec ça. Maintenant, la famille Khouri, comme d'autres familles, n'ont pas de confiance aux détails qui étaient donnés que leurs frères étaient morts et enterrés. Et dans l'année 2017, un comité de la Knesset, sous la membre du Knesset, Nourit Koren, a réussi de passer une loi que s'il y a une famille qui veut ouvrir la tombe de leurs proches pour voir si c'est vraiment l'histoire, ils ont le droit d'ouvrir la tombe. Alors, c'est ce qui s'est passé donc cette semaine avec cette famille Khouri. Donc, oui, mais maintenant, c'est pas la première fois qu'on ouvre des tombes. Pendant la comité d'État en 1997, il y avait cette même histoire. Ils ont ouvert des tombes. Première fois, ils ont dit qu'on n'a rien trouvé, mais les gens professionnels ont dit après 50 ans, il y a la terre qui bouge et il faut chercher autour. Ils ont cherché autour, ils ont trouvé plusieurs d'accord, des ossements. Plusieurs os de bébés, mais c'était très difficile de faire
de DNA de ces os. Ils ont réussi de trouver une dent. Le problème avec des bébés à cet âge, qu'il n'y a pas de dents. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup qui restent après tellement d'années. Ils ont réussi à trouver une dent, ils ont réussi à faire le DNA et ils ont trouvé un match entre cette dent et un des familles. Maintenant, ces tombes, il faut savoir, étaient faites des dizaines d'années après l'enterrement. Ça veut dire que les enfants ont mort, le cas de Ouzi El-Khouri, qui c'est une famille de la Tunisie, il est décédé en 1952, mais à cette époque, les familles devaient payer pour faire une tombe. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de tombe. Il y avait et la Chevra Kadisha, dans les années 80 ou 90, a fait des tombes. Mais ils n'ont pas fait des tombes exactement sur les kvarim qui étaient en place. Ça veut dire que cette semaine, quand ils ont cherché sous la tombe, ils ont arrivé plusieurs mètres creusés, ils ont trouvé 2 kvarim. Et maintenant, ils ont arrêté. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un mensonge, ça veut dire qu'ils ont mis la tombe pas exactement sous l'origine kever, parce que c'était mis des dizaines d'années après. Maintenant, la base, c'est vraiment la famille qui a aucun aucune croyance. Confiance dans l'État. La sœur de ce Ouzi El-Khouri a dit les détails ne m'intéressent pas, je sais que mon frère était kidnappé, même s'il y a un match de DNA avec nous, j'ai aucune confiance à l'État. Et en principe, c'est ça qui est autour de cette histoire, qu'il y a vraiment peu de confiance entre les familles et les différentes investigations, les différentes recherches qui étaient faites. Alors c'est dû à quoi, docteur Picard, c'est dû à quoi justement ce manque de confiance entre ces familles qui sont originaires du Yémen et l'État? Oui, d'abord il faut dire entre les familles qui ont pris complaint, il y a à peu près 2 tiers qui sont de Yémen, un autre groupe de familles qui sont Sfarad, mais pas de Yémen, comme la famille Khouri, et il y a une petite partie de familles Ashkenaz qui font partie de ce groupe de bébés disparus. Pourquoi il n'y a pas de confiance? Il y avait plusieurs erreurs qui étaient faites par l'État. Par exemple, dans les années 60, une partie de ces familles ont reçu pour leurs enfants qui étaient morts un appel pour l'armée. Et pour eux, c'était une preuve que l'enfant n'était pas mort. Après, on a découvert qu'il y avait un problème et que leur décès n'était pas inscrit. C'est pour ça qu'ils existaient encore dans les documents. Mais c'était une autre raison pour avoir peu de confiance. Il y a plusieurs groupes qui disent que c'était un État raciste, il est encore un État raciste, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance, et c'est en principe une grande bataille qui continue autour de ça, et des fois on a des affaires que les détails n'ont aucune importance pour certaines personnes. Je dis mon opinion, je pense que la plupart des historiens, que leur métier c'est la recherche des années 50 en Israël, la recherche de l'Aliyah, la plupart des historiens ont mon opinion qu'il n'y avait pas une affaire des enfants kidnappés, mais il y a pas mal de gens, de groupes sociaux, peut-être pas beaucoup de gens de l'académique, mais c'est très populaire dans la média israélienne. Ils disent qu'il y avait une affaire, c'était un État raciste, et il faut faire toutes les recherches, et l'État, on ne peut pas avoir aucune confiance en l'État parce que c'est l'État qui a kidnappé ses enfants et il continue à cacher tous les détails. Et le problème de confiance, c'est vraiment un problème
C'est pas un problème d'historien, c'est un problème de psychologue. Ouais, un problème de psychologue et un problème social. La dernière question que je voudrais vous poser, docteur Picard, pourquoi personnellement vous vous intéressez à cette affaire? Mon recherche est sur l'Aliyah dans ces années. J'ai écrit un book sur l'Aliyah d'Afrique du Nord en Israël. J'enseigne beaucoup sur les relations entre Sfarad et Ashkenaz en Israël. Et cette affaire fait partie de ça. Et je suis commencé à être dans cette affaire parce que j'ai vu qu'il y a la plus grande différence que je connais entre l'opinion publique, ce que les gens pensent sur cette affaire, et ce que les détails des recherches, d'histoire, des documents montrent. Et c'est important pour moi de faire passer l'idée que l'idée populaire sur cette affaire et les détails, c'est pas exactement la même chose. Très bien. Docteur Avi Picard, merci pour toutes ces explications et merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée.